Donc je m'appelle, Stanislas Dehaene, je suis professeur au Collège de France sur la chaire de psychologie cognitive expérimentale et en fait j'utilise, toutes sortes d'outils de psychologie, mais aussi d'imagerie cérébrale pour essayer de comprendre comment le cerveau est organisé et surtout, comment il est plastique, comment il change avec l'apprentissage et avec l'éducation. Existe-t-il des différences dans la manière dont un cerveau aveugle apprend à lire par rapport à un cerveau voyant? En fait, il y a pas mal de différences évidemment dans le cerveau d'une personne aveugle. Il y a aussi beaucoup de choses communes. Il y a une architecture évidemment commune du cerveau, humain que nous partageons tous. Mais le fait qu'une personne soit aveugle veut dire que dans beaucoup des cas, lorsque la cécité est périphérique, le cortex visuel ne va plus être alimenté en entrée visuelle et à partir de là, dans certaines conditions, ce cortex visuel va pouvoir se réorienter pour d'autres activités. Et c'est ce qu'on étudie dans mon laboratoire. On découvre notamment que, chez les personnes qui sont aveugles congénitales, c'est-à-dire de naissance, le cortex visuel a suffisamment de plasticité pour se réorienter radicalement vers des fonctions très différentes. Par exemple, la lecture, le traitement du langage parlé et les mathématiques. Et différentes régions du cortex visuel vont prendre certaines de ces fonctions. Alors quand je dis la lecture, évidemment, c'est pas la lecture avec les yeux, bien entendu, c'est la lecture en braille et il y a des recherches très intéressantes qui montrent que la lecture en braille va passer par des circuits extrêmement similaires à la lecture, par le biais de l'alphabet, que nous connaissons. Autrement dit, les entrées tactiles, d'une manière que nous ne comprenons pas encore très bien, finissent par arriver dans les mêmes secteurs du cortex visuel qui servent aux personnes voyantes à lire. Est-ce que le braille est traité par le cerveau comme un code visuel ou tactile? Alors, c'est un peu les 2 évidemment, hein. C'est un code tactile en entrée, mais ce qui est très étonnant, c'est que cela devient un code, peut-être pas visuel évidemment, mais en tout cas un code de forme, un code géométrique. Le cerveau extrait la géométrie des points, de la matrice de points qui constitue le braille et il a l'air de le faire avec des circuits qui sont similaires à ceux qui servent aux personnes voyantes à reconnaître les formes. Comment les représentations mentales des formes et des structures mathématiques diffèrent-elles entre les personnes voyantes et les personnes non voyantes? Alors ça, c'est très intéressant. D'abord, il faut dire une chose très claire, c'est que les gens ne le savent pas assez. Il est tout à fait possible d'être aveugle de naissance et de faire des mathématiques, y compris des mathématiques de très haut niveau. On a des exemples, y compris en France. Il y a un très grand mathématicien qui s'appelle Emmanuel Giroux, qui est aveugle, alors lui depuis l'âge de 10 ans, si je me souviens bien. Mais beaucoup d'autres, y compris de naissance, hein, peuvent faire des mathématiques. Donc ma première réponse à votre question, ce serait, en fait, le cerveau est organisé d'une manière assez similaire, nous faisons les mêmes mathématiques. Il n'y a pas de mathématiques spéciales parce qu'on passe par la modalité tactile, ce sont les mêmes mathématiques et lorsque nous avons scanné des personnes aveugles, nous avons vu que les mêmes circuits cérébraux des mathématiques, sont en place pour faire des mathématiques, chez un aveugle. La différence néanmoins, c'est que chez les aveugles congénitaux, au minimum, il y a une réactivation des circuits, visuels. Donc ce cortex visuel qui, n'est plus alimenté en entrée, depuis la rétine, eh bien, il peut servir à autre chose et une partie de ce cortex va servir à faire des mathématiques. Comment les personnes aveugles perçoivent-elles et comprennent-elles les concepts géométriques sans support visuel? Ah, ça, c'est une vraie question, comment fait-on de la géométrie sans vision? Bien, en fait, on comprend pas tout, hein, mais on est en train de se rendre compte que dans la géométrie, il y a énormément d'abstractions qui vont bien au-delà de la modalité visuelle et qui peuvent être tout à fait, véhiculées par la modalité tactile, par exemple. En réalité, les objets de la géométrie ne sont pas vraiment des objets visuels, ce sont des objets extrêmement abstraits. Imaginez 2 lignes parallèles. Ce que vous voyez, ce ne sont jamais des lignes parfaitement parallèles, mais c'est avec votre esprit que, vous comprenez qu'il y a uniquement, quelques lignes qui sont parallèles, qu'elles vont être parallèles même si on va à l'infini, ce qui est impossible de voir évidemment, hein. Ce sont des intuitions profondes qui sont abstraites et qui sont donc indépendantes de la modalité d'origine. Je parlais tout à l'heure d'Emmanuel Giroux, qui est un grand mathématicien et Emmanuel Giroux disait, «L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec l'esprit», en mathématiques. Oui, c'est, une, parabole un petit peu semblable à celle du Petit Prince de Saint-Exupéry, mais il dit: «En mathématiques, en fait, c'est avec l'esprit qu'on voit» et donc il y a rien qui limite les personnes aveugles, si ce n'est bien sûr la communication, l'enseignement, hein. Il faut que l'enseignant s'adapte, par la modalité tactile ou par la modalité auditive pour expliquer les concepts mathématiques. Mais la représentation mentale des objets mathématiques,
bien, elle n'est pas empêchée par, le fait de ne pas avoir d'entrée visuelle et je dirais même au contraire, mais ça c'est débattu, en sciences cognitives. Il y a des données qui montrent qu'on peut avoir des images mentales sans la vision, des images mentales chez les personnes aveugles. Alors, c'est pas des images visuelles, ce sont des images relativement abstraites, mais comme, la personne est aveugle, elle n'est pas gênée par la projection en 2 dimensions des objets du monde extérieur. Les personnes qui voient, voient toujours une projection sur la rétine. On ne voit pas l'objet en 3 dimensions, on voit sa projection en 2 dimensions et il y a cette suggestion dans la littérature que les personnes aveugles peuvent percevoir mieux la troisième dimension et peut-être mieux comprendre les rotations, les transformations en 3 dimensions, justement parce qu'elles ne sont pas gênées par cette projection qui fait, par exemple, qu'on ne voit pas tout un objet. Lorsqu'on regarde un cube, on ne voit pas les faces cachées du cube. Eh bien, peut-être qu'une personne aveugle a une capacité de mieux percevoir cette géométrie complète de l'objet en 3 dimensions. À quel âge le cerveau montre-t-il la plus grande plasticité pour s'adapter à une déficience visuelle? Alors, c'est vrai de la déficience visuelle, c'est vrai en fait de tous les petits-enfants. Plus on est jeune, plus la plasticité du cerveau est importante. Et on en a beaucoup d'exemples, pas seulement dans le domaine de la cécité, mais dans le domaine des lésions cérébrales précoces. Vous pouvez avoir des lésions cérébrales importantes qui surviennent à un jeune âge et elles vont être parfois totalement compensées, de point de vue tout à fait extraordinaire parfois. J'ai des exemples que je cite dans mon livre «Apprendre», d'enfants à qui on a dû enlever tout un hémisphère. Donc ils vont passer toute leur vie et tous leurs apprentissages avec un seul hémisphère, ça peut être le droit ou le gauche. Eh bien, certains de ces enfants, au moins, vont apprendre presque normalement à l'école, vont développer l'ensemble de leurs fonctions cognitives dans un seul hémisphère cérébral. Alors cette plasticité, elle est énorme, quelques mois ou années après la naissance. Il y a un pic de production de synapses qui se produit quelques années après la naissance, ça dépend un petit peu des circuits dans lesquels on se trouve et ensuite le cerveau va sélectionner. L'apprentissage consiste dans une grande part à sélectionner quelles synapses vont rester et quelles vont disparaître et il faut comprendre que chez le petit enfant, il peut y avoir jusqu'à 2 fois plus de synapses que dans un cerveau d'adulte. Donc on va en enlever la moitié. Voilà. C'est ça qui, en grande partie, explique cette extraordinaire plasticité du cerveau de l'enfant qui ne se produira plus par la suite. Il est beaucoup plus difficile d'avoir des changements similaires dans un cerveau d'adulte. Existe-t-il une différence dans la manière dont un cerveau aveugle apprend à lire par rapport à un cerveau voyant? On ne le sait pas très bien, honnêtement. Mais ce qu'on voit par imagerie cérébrale, c'est que le circuit est extraordinairement similaire pour lire en braille et pour lire, l'alphabet écrit. Dans les 2 cas, il s'agit de reconnaître une forme, qui peut être tactile ou visuelle, et surtout de l'envoyer vers des représentations qu'on appelle phonologiques, c'est des représentations des sons du langage parlé, des phonèmes. Donc il y a un passage du graphème au phonème et il faut enseigner la lecture de la même manière, avec les mêmes, règles, strictes d'enseignement explicite des correspondances graphème-phonème chez les aveugles et chez les personnes voyantes. Simplement, la modalité d'entrée est différente. Est-ce que l'attention fonctionne différemment chez une personne atteinte de déficience visuelle? Alors là encore, on ne le sait pas très bien, mais il y a dans le cerveau des circuits de l'attention qui, sont très largement indépendants de la modalité visuelle, tactile ou même auditive, dans lesquelles, on fait attention. Donc j'aurais tendance à penser que les circuits de l'attention sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on appelle attention? C'est une faculté relativement abstraite, de haut niveau, qui consiste à sélectionner une information parmi plusieurs. Donc, lorsque je fais attention à un livre qui est devant moi, je ne fais pas attention, disons, à l'environnement qui m'entoure, au tableau qui est sur le mur. Voilà, c'est ça l'attention, c'est la sélection d'informations. Alors cette sélection peut avoir lieu dans la modalité visuelle, je fais attention à un endroit particulier de l'espace, mais elle peut survenir aussi dans la modalité auditive. Chez les autres animaux, chez beaucoup d'animaux, les oreilles s'orientent et on voit qu'on fait attention dans la modalité auditive. C'est le même circuit attentionnel, qui existe chez nous et qui nous permet de sélectionner, disons, une personne qui parle parmi plusieurs dans un cocktail, vous voyez? Donc ce sont des fonctions, l'attention et la mémoire de travail qui sont communes à toutes les modalités sensorielles et j'aurais tendance à penser, même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience encore, qu'elles sont les mêmes chez les personnes, avec déficience visuelle et chez les personnes voyantes.